Le Fonds du Sport vous présente Sport Passion. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Sport Passion. Elle est présente dans toutes les poches ou sur tous les poignets. La montre connectée est devenue un accessoire indispensable dans le sport. Bonsoir Thomas Evillers et David Deyon. Merci messieurs d'être avec nous en plateau. Quand les données contrôlent le sport, bonne ou mauvaise chose, c'est la question qu'on va vous poser. Alors Thomas, je vais commencer avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui le sportif est devenu accro, addict à tout ce sport connecté ? C'est certain que ça joue un rôle de plus en plus important. Je crois qu'il y avait une statistique qui était sortie de la Fédération des consommateurs romans qui disait qu'il y a le tiers de la population qui porte aujourd'hui une montre connectée qui donne un feedback finalement sur des données de santé. Et puis c'est vrai que si vous allez dans le peloton de la course de l'escalade le week-end prochain, je pense que on sera probablement plus proche des 100% que des 30%. Ouais. C'est un outil qui est devenu indissociable en tout cas à leur entraînement. On va regarder ce petit sujet et puis on en reparle juste après. Regardez. C'est con parce que j'étais super motivée à aller courir ce soir et puis je me suis rendu compte que ma montre connectée elle avait plus de batterie. Et alors aller courir juste pour le plaisir sans pouvoir montrer à mes potes que j'ai fait de la course, je vois pas l'intérêt. Donc je vais aller au bar. Bisous. Bon, ça c'était juste pour la blague Thomas, mais c'est quand même assez symptomatique de cette nouvelle génération qui se robotise. Quel regard vous portez là-dessus ? Ce qui est certain, c'est qu'il y a deux technologies qui se sont développées. Il y a d'abord la montre qui donne des feedbacks, qui permet de donner un retour finalement aux pratiquants sur la performance qu'il est en train de fournir. C'est plutôt mobilisateur. C'est comme si vous allez courir sans avoir aucun feedback, aucun écran, rien du tout sur un tapis de course sans vous voir déplacer. Je pense que vous ne resterez pas longtemps sur ce tapis de course. Donc ça, c'est vrai que c'est un aspect très important pour la motivation. Et puis après, il y a les autres technologies qui se développent un peu en parallèle, comme Strava, comme des applications comme ça de partage en fait de la pratique. Et puis là, c'est clair que il peut y avoir parfois certaines déviances ou certains mécanismes d'addiction qui peuvent se créer où finalement on fait ça plus pour la reconnaissance sociale que pour un développement personnel et puis pour un développement physique de manière saine et équilibrée, quoi. Alors cette question, est-ce que vraiment pour le sport amateur, pour le sportif amateur, c'est utile ? À quoi ça sert ? Je pense que déjà le premier aspect, c'est d'identifier dans quelle zone d'effort on se situe. Il y a plusieurs principes de l'entraînement qui vous permettent de progresser. C'est déjà d'être progressif dans votre entraînement. Il y a le fait de varier le type d'entraînement que vous allez faire et puis aussi le fait de se reposer. Donc si vous avez un outil pour quantifier la charge d'entraînement que vous êtes en train de subir, le type d'entraînement auquel vous vous soumettez, vous allez pouvoir respecter ces principes. Vous ne pouvez pas varier l'entraînement si vous n'avez aucune idée si vous êtes en train de travailler dans telle ou telle zone d'effort. Donc ça, c'est un des facteurs vraiment essentiels. Et puis après, vous avez toute une série de données que la montre va traiter, qu'une application va traiter, et puis des feedbacks qui vont vous donner aussi sur la charge d'entraînement effective que vous avez. Et puis ça, c'est quand même une donnée qui est super intéressante pour pouvoir se soumettre à la bonne charge d'entraînement pour pouvoir progresser sans tomber dans un mécanisme de surentraînement. Et ça, du coup, sur le plan physiologique, c'est intéressant, mais il faut pouvoir analyser ces données. Ouais, et l'analyse de ces données, elle peut être poussée très loin. On va le voir avec ce témoignage, notamment de Léo Tamizier, que vous connaissez aussi très bien, Thomas, qui est triathlète et puis qui se lance tout justement dans l'Ironman, ces courses longue distance. Alors, on va regarder ce reportage et puis on continue la discussion juste après. Regardez. 3, 2, 1, go. C'est parti! Oh là là! Le bruit des montres lance la séance. C'est parti pour une série de 15 fractionnés. En ce jeudi soir, le Triathlon Club Genève prépare la course de l'escalade. 8e montée, environ 4 d'allure. Encore 9! Au bout de l'effort, la main sur le poignet, Léo Tamizier enregistre chaque séquence de course sur ses appareils connectés, primordial pour lui. Addict, on pourrait dire que oui, de certaine façon, parce que quand je pars sur un run, si j'ai pas ma montre, c'est limite si le run il n'a pas compté, donc d'une certaine façon on peut dire que oui, on est addict, c'est un peu tous, ouais. Fréquence cardiaque, allure, analyse de puissance, les données sont multiples, un suivi de l'entraînement complet, surveillé de près par les coachs du TCG. Tout le monde a sa montre connectée, effectivement. Je pense que l'avantage, c'est vraiment d'essayer de réussir à gérer un petit peu ses allures.
pour pas complètement casser et puis se blesser, surtout durant sa préparation pour la compète. Donc effectivement, on est content quand même d'avoir ces montres pour nous aider à gérer notre allure et notre intensité. Ouais. Ancien hockeyeur, Léo s'est tourné vers l'endurance en ce début d'année. En septembre, il participe à son premier Ironman. Désormais, regarder sa montre est un réflexe après chaque entraînement qui pousse la performance à son paroxysme. De la zone 4, donc dans une fréquence cardiaque entre 180 et 195. Puis après, ce qu'il y a au-delà, c'était l'anaérobique. Mais là, sur cette séance, je ne suis pas monté au-delà de 195. Après l'entraînement, tout ce qu'on a envie de savoir, c'est voir ce qu'on a produit, quoi. Puis en plus, souvent, dès qu'on a fini l'entraînement, on regarde la montre, on enregistre, puis on a directement une notification comme quoi notre séance elle est disponible, que ce soit sur Ido ou sur Strava. Puis on va tout de suite checker, mettre à jour les trucs qu'il faut, puis après on regarde. Puis après, on peut aussi se comparer avec les autres qui étaient là à l'entraînement. Se comparer, une autre fonctionnalité qui pousse l'athlète à se dépasser, avec les dangers que cela comporte. Le principal risque, c'est la blessure ou le surentraînement parce qu'on veut faire plus. Parce que même si le programme est très bien conçu par l'application ou le réseau quelconque qu'on va utiliser ou la montre connectée, derrière, il y a quand même de l'humain qui veut faire un peu mieux que son voisin ou un peu plus et qui ne va pas forcément écouter un programme proposé par un outil connecté, aussi bon soit-il. L'humain au centre, la technologie pour l'épauler, Léo a lui choisi de ne pas s'en passer. Objectif, battre son chrono de 13h31 et 32 secondes lors de son premier Ironman. Thomas, je reviens vers vous. Ces données, est-ce qu'elles ont tendance peut-être à remplacer, que ce soit le médecin ou même encore l'entraîneur aujourd'hui? C'est une inquiétude qui existe? Ouais, je pense que les gens ont développé de plus en plus d'autonomie dans leur entraînement. La montre dit le temps de pause qu'il faut prendre, elle vous dit quel entraînement vous allez devoir faire, etc. Donc il y a vraiment une intelligence artificielle qui vient remplacer ce qu'on connaissait avant, qui venait du coach ou effectivement du médecin. Après, il faut aussi reconnaître que ces intelligences artificielles, elles se basent sur des algorithmes, sur des bases plus ou moins scientifiques. Et puis, il y avait aussi, avant, lorsqu'on avait des coachs qui nous donnaient des recommandations, des conseils qui n'étaient peut-être pas parfaitement éclairés. Donc, il faut avoir probablement un regard encore un petit peu critique sur ce que nous proposent ces intelligences artificielles. On peut se fier à cette IA, forcément. Oui, alors probablement qu'il n'y a pas encore toutes les données qui sont prises en compte. Il y a probablement encore des biais aussi dans les données qu'elle va utiliser. Mais globalement, c'est quand même relativement intéressant parce que ça respecte justement les principes que j'évoquais tout à l'heure de l'entraînement. Alors, les humains ont leur montre connectée, les chevaux aussi, avec Allogo, ce capteur que vous avez développé en 2016, David Deyon. À quoi sert véritablement ce capteur? Ça pousse aussi les données de plus en plus loin. On va voir ces images à l'écran. On va toujours de plus en plus loin. Oui, en fait, c'est un tout petit capteur qui se positionne sur la sangle, donc sous le cheval, et puis qui permet d'analyser le mouvement du cheval en 3 dimensions. Donc, on arrive à détecter des faibles variations dans son mouvement. Et concrètement, qu'est-ce qui peut apporter ce système? On parlait aussi de données, d'aller toujours un peu plus loin, mais il y a aussi le côté sécurité, le côté santé. Ça, c'est primordial. Non, bien sûr, surtout de nos jours. Donc, il faut savoir que jusqu'à maintenant, il n'y avait quasiment rien, pas de données. Donc, c'est un des derniers sports à embrasser la technologie. Et puis en plus, la particularité de ce sport, c'est que c'est le seul sport olympique qui se pratique avec un animal, avec un deuxième athlète, mais qui ne parle pas d'une certaine manière. Et c'est là où, en fait, on arrive avec une technologie qui permet d'une certaine manière de donner une voix à l'animal pour avoir son retour sur potentiellement détecter des blessures ou des premiers signes d'irrégularité afin d'éviter une blessure qui pourrait survenir. Le sport se robotise, c'est un peu ça. Est-ce que c'est un danger? On oublie le ressenti, la perception véritablement du sportif? Ouais, c'est certain. Ça soulève justement ces questions qui sont plus larges et puis qui ne sont pas exclusives au sport, sur le sens de la pratique. Est-ce que lorsqu'on est toujours connecté avec des données, qu'on est toujours focalisé sur la performance et sur le résultat, est-ce qu'on ne se déconnecte pas aussi peut-être du rapport qu'on peut avoir à la nature, le rapport qu'on peut avoir aussi à son prochain? Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on cherche à défendre en complément dans le milieu associatif où, oui, vous avez la montre connectée, oui, on va utiliser les données, oui, vous allez être conseillé par nos coachs là-dessus, mais on n'oublie pas justement un facteur
très important, c'est le facteur affectif, le facteur de la motivation, du lien social qu'on va développer ailleurs. Et c'est vrai que des fois, ces montres, elles ont tendance un peu à nous isoler, quoi. Une question pour le cheval, au final. Est-ce qu'on n'a pas meilleur temps d'écouter son cheval Alors, tout à fait. Il faut toujours avoir ce sentiment, avoir ce, comment on appelle ça en anglais, ce horsemanship. Ça a tendance à disparaître ? Non. Non, parce qu'à la fin, en compétition, par exemple, vous êtes toujours... vous êtes tout seul avec votre cheval. Donc, c'est à vous de performer, de créer ce lien. Et puis, en fait, nous, on arrive vraiment comme un outil, comme une aide à l'interaction entre le cavalier et le cheval, ou même le cavalier avec son entourage, que ce soit vétérinaire, entraîneur, coach, etc. On va conclure aussi peut-être là-dessus, mais on parlait d'IA. Aujourd'hui, quel est le potentiel de toutes ces données, ces analyses à combien de pourcents on est aujourd'hui? Jusqu'où on peut aller peut-être, David? Nous, aujourd'hui, comme on n'en est qu'au début, on utilise, on exploite que je dirais 10% du potentiel de toutes les données qu'on récolte avec cette technologie. Donc, il y a énormément de choses à faire, que ce soit on parlait de prédiction des blessures, après on peut aussi parler de prédiction de nouveaux champions en termes de chevaux, ou bien de combiner cavalier-cheval, justement, voir peut-être quel cheval matcherait mieux avec quel cavalier. Voilà, on va dire que les possibilités sont infinies. Jusqu'où ira-t-on ? Mais moi, j'ai un peu ce sentiment que là, on est dans une phase où on commence à réfléchir aussi sur la plus-value de ces outils, et puis qu'on a aussi plein de courants, de contre-courants qui viennent dire qu'il faut aussi se baser sur ce ressenti. Là, on verra à la course d'escalade un Julien Vanders, il n'utilise pas du tout ces outils d'analyse. Marco Jäger, son entraîneur, c'est le journal d'entraînement à l'ancienne. Si on regarde les triathlètes qui ont performé ces dernières années, qui s'entraînent avec Brett Sutton, ils n'ont même pas les watts, ils n'ont aucune donnée, ils font tout au ressenti, 1, 2, 3, 4. Donc, je pense qu'il y a aussi différentes approches qui peuvent coexister, et je pense que c'est un plus pour certaines personnes, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Chacun a son approche, et bien différente. C'est aussi ça la beauté du sport. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur notre plateau, et puis on verra bien à la course de l'escalade si le gagnant utilise une montre connectée. Pourquoi pas, Tadej Abraham, on le verra bien. Ce sera le 7-8 décembre sur l'aimant bleu. Évidemment, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Sport Passion. D'ici là, passez une excellente soirée sur l'aimant bleu. Le Fonds du Sport vous a présenté Sport Passion.